Avec ce vidéo, on débute l'étude du chapitre 12 de mes notes de cours, chapitre qui met en relation les grandeurs physiques suivantes. La force, qu'on a déjà vu, le bras de levier, qui est tout simplement une mesure de distance, on va y revenir, et le moment de force, une nouvelle grandeur physique, dont le symbole est soit M majuscule ou la lettre grecque tau, dépendant si on est plus dans le domaine de la physique. Les physiciens aiment utiliser la lettre grecque tau. Les gens qui font des sciences appliquées, c'est-à-dire principalement les ingénieurs, préfèrent utiliser la lettre majuscule M. Donc, c'est une nouvelle grandeur physique qui est associée à des mouvements de rotation. J'ai une erreur ici que je vais corriger à l'instant. Erreur qui devait être là depuis plusieurs années, puis qu'on n'avait jamais remarqué. Avant d'aller plus loin, je vais aller dans la table des matières là, pour situer le chapitre 12 versus les autres chapitres de mes notes de cours. Dans la table de matières que je distribue habituellement avec la partie formule et résumé des notes de cours, là, on voit que le chapitre 12 fait partie de la deuxième partie du cours de mécanique, la partie qui porte sur la dynamique. On avait déjà fait un premier chapitre qui porte le même crochet que le chapitre 12, c'est le chapitre 11 sur la force centripète. Donc, force centripète, ça impliquait des objets qui étaient en rotation. Dans le chapitre 12, on est encore dans le domaine de la rotation. On s'est servi de la force jusqu'à maintenant pour expliquer le mouvement d'objets qui se déplaçaient entre guillemets en ligne droite, mais qui se déplaçaient en 1D, si on veut, qui avançaient dans l'espace. Maintenant, le chapitre 12, on va se servir de la force pour expliquer maintenant des objets qui tournent dans l'espace. Et ça va nous amener à étendre le concept de force à un nouveau concept qui inclut un peu la force dedans, soit le moment de force. J'ai encore les mêmes erreurs ici que je vais corriger à l'instant. Et j'ai ajouté aussi là, le M majuscule là, que les ingénieurs aiment bien utiliser. Avant d'aller dans le résumé pour voir qu'est-ce que contient mon résumé et quels sont les grands concepts associés à ce chapitre-là, je vais commencer immédiatement en faisant quelques exemples d'introduction pour faire un parallèle entre ce qu'on a vu dans les chapitres 7, 8, 9, 10 et un peu 11 et ce qu'on va voir maintenant, là, qu'on a commencé à voir dans le chapitre 11 puis qu'on va continuer à approfondir dans le chapitre 12 et 13. Avant de discuter de la rotation, donc je reviens sur l'exemple le plus basique, le plus typique de la translation. Donc je pousse sur un bloc qui repose sur une surface horizontale. Évidemment, si je veux avoir une relation simple, il ne faudrait pas qu'il y ait de frottement. Donc je ne l'ai pas écrit, là, on a une surface sans frottement ici. Donc la deuxième loi de Newton venait expliquer qu'il y a une relation entre la force et l'accélération. Dans les faits, ce que ça veut dire, les premiers chiffres que j'ai mis ici, si je pousse avec une force de 2 newtons, donc 1 carreau égale 1 newton, sur un bloc de 20 kg, donc j'ai mis un bloc qui avait 4 carreaux, donc chaque carreau c'est 5 kg. Je vais avoir une accélération donnée que je peux calculer pas nécessairement directement à partir de cette équation-là, puisque ça c'est la forme vectorielle, mais un coût transformé selon l'axe des x. L'accélération est donnée par F sur M, 2 divisé par 20, mais ça me fait une accélération de 0,1 mètre/seconde carré, 0,1 que je représente par 1 carreau. Qu'est-ce qui arrive si je double la force? Sans rien changer d'autre, ben, si je passe à une force de 4 newtons, ben, l'accélération double, on avait 0,1, est devenue 0,2. Puis je pourrais continuer comme ça. Si je coupe la force à 1 newton, ben, mon accélération va diminuer de moitié, puis là, j'ai même plus assez d'espace pour dessiner une flèche de grandeur normale. Donc, on va ramener ça aux valeurs de base qu'on avait, de 2 newtons, qui va donner une accélération de 0,1. J'ai pas encore... Il faudrait éventuellement que je pense que j'ai le temps de faire les animations. J'aurais aimé ça, faire bouger le bloc dans chacun des cas qu'on vient d'illustrer pour montrer qu'on accélérait de plus en plus vite ou moins vite, tout simplement. Tout ça pour dire que je pourrais parler de la grandeur physique-force en disant que c'est une mesure de ma capacité à accélérer un bloc. Hein. Plus que je mettais de force, ben plus que le bloc aurait accéléré rapidement. On le voyait en termes numériques. On ne voyait pas le bloc bouger. Mais donc, la force peut être vue comme une grandeur qui mesure ma capacité à faire avancer un bloc, à faire translater un bloc, si on veut. Eh bien, la grandeur M, elle, qu'est-ce qu'elle mesure dans ce problème-là?
Bien, regardons qu'est-ce qui arrive si, exemple, je la double. Ou plutôt, je vais commencer par la couper de moitié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit le gris pour dire que c'est exactement le même bloc, les mêmes dimensions. J'essaie de changer le moins de paramètres possible dans le problème. C'est tout simplement un bloc pour les mêmes dimensions qui est plus léger. Et je ne change plus la force. Bien, l'accélération va augmenter. Je devrais la faire passer à 0,2 pour cet exemple-là. Donc, j'ai diminué ma masse. L'accélération a augmenté. Même chose, si je la diminue encore de moitié, on est rendu à 5 kg. Mon accélération augmente encore. J'ai mis le bloc blanc là, pour montrer qu'il est rendu encore moins dense, plus léger. Et j'aurais pu la doubler par rapport à sa valeur de base. Dans les faits, je ne l'ai pas doublé, je l'ai mis plutôt à 30 kg pour éviter que mon vecteur vienne trop petit. Mais j'ai une accélération qui est rendue à 0,15, qui est un petit peu plus petite que tout. Et pour être cohérent, j'aurais dû foncer mon bloc pour dire qu'il est plus dense, qu'il est plus lourd, qu'il a plus de masse que tout à l'heure. On ramène ça aux conditions de base. Notre valeur de 20 kg avec le bon gris, puis on a une accélération de 0,1. L'accélération est comme ceci. Donc, on vient d'essayer d'illustrer l'effet de la masse sur l'accélération avec une force constante. Ce qui aurait été le fun, c'est que le bloc bouge en fonction de l'accélération qu'on obtient avec les différentes masses. Mais on voyait maintenant que quand j'augmentais la masse, c'est là que le vecteur diminuait. Donc, tantôt, quand j'augmentais la force, le vecteur augmentait, puis j'ai dit la force, parce que c'est une mesure de ma capacité à faire bouger le bloc en translation. Bien, ma masse, c'est une mesure de l'opposition que le bloc a pour une force donnée à vouloir bouger, si on veut. Fait que c'est une mesure d'opposition, d'inertie, souvent qu'on va dire en physique, un terme plus technique, plus scientifique un petit peu, mais c'est une mesure de la résistance. Je ne changeais aucun des paramètres, mais quand je rapetissais, j'avais moins de résistance, puis mon vecteur A grandissait. Maintenant, on va regarder quelques autres phénomènes là, que je n'ai pas nécessairement expliqués, mais que je vais être sûr que vous saisissez. J'ai zoomé un petit peu là, pour avoir un petit peu d'espace pour montrer ce qui se passe. Donc, pour 2 newtons, 20 kg, accélération de 0,1. On pourrait se demander qu'est-ce qui arrive si ma force, au lieu de l'appliquer à l'endroit, au lieu de pousser en plein centre du bloc, je pousse en haut du bloc. Ça ne change absolument rien sur les chiffres en haut. Que je pousse en bas, même chiffre en haut. Que je vienne, au lieu de pousser, trouver une façon de tirer sur le bloc. Ça ne changera rien sur les chiffres en haut. C'est pour ça que bien souvent, on a dit que la position du vecteur n'avait pas vraiment d'influence en translation. Évidemment, si je pousse dans le vide, si je pousse dans le vide, si mon vecteur est rendu là, ben là, je ne pousse plus sur le bloc. Mais tant que je poussais sur le bloc, puis je trouvais un moyen de m'accrocher au centre du bloc, là, que mon point d'application, mon point d'attache serait ici, j'obtiendrai encore les mêmes chiffres en haut. On pourrait également se demander qu'est-ce qui arrive si je maintiens 20 kg, mais que mon bloc est comme ceci. Donc, ça me prend 1, 2, 3, 4. 4 carreaux comme tout à l'heure. Donc, si j'ai la même densité, cette masse-là va avoir encore 20 kg, mais elle est répartie différemment dans l'espace. Je ne changerai aucun chiffre en haut que je pousse à n'importe quel endroit, à moins que, si j'ai du frottement, il pourrait basculer, mais on a dit que si on était sans frottement. Donc, si j'ai un bloc de 20 kg de cette allure-là, que je pousse avec 2 newtons dessus, je vais avoir encore la même accélération à l'autre bout. On voit l'indépendance là, avec la géométrie et la position dans l'espace. Dans quelques années, quand je vais avoir eu un peu de temps, je vais sûrement avoir programmé un écran qui va montrer le bloc en déplacement avec les différents paramètres que je viens de jouer. Maintenant, on va comparer cette situation-là avec un bloc en rotation. Maintenant, ce que nous voyons, c'est le montage typique de base pour la rotation, le mouvement de rotation. Ce qu'on voit, c'est un bloc vu de haut. Donc, on ne le voit plus qui repose sur une surface, là. On le voit de haut qui repose sur une table sans frottement même. La surface blanche en arrière ici, c'est ma table sans frottement, puis le bloc repose dessus, puis je regarde tout ça vu de haut. Et je plante un clou à quelque part sur le bloc. J'aurais pu le planter en plein milieu, mais je trouvais que ça faisait un peu plus particulier là, de le planter à un endroit autre que le centre du bloc. Donc, il ne peut plus bouger à cet endroit-là. Là, il y a une goupille, il est planté, il ne peut plus bouger, mais il peut tourner alentour du clou. Et maintenant, on va voir comment on peut expliquer sa rotation. Première des choses, expliquer c'est la dynamique. L'équation de base de dynamique n'est plus le F est égal à ma. C'est très similaire
Le F est remplacé soit par le taux, soit par le M. Le F la force est remplacée par le moment de force. Fois MA, le M est remplacé par le I. Pourtant, le I se calcule à partir du M, fait qu'on voit qu'il y a encore l'influence du M ici, mais c'est plus que ça en rotation. Et notre accélération, la lettre A qu'on avait en haut, je vous rappelle, le F est égal à MA, la loi de base de translation, la dynamique de translation, ben, c'est devenu la lettre Y alpha pour rappeler que c'est de l'accélération angulaire. Donc, les unités de base en physique, radians par seconde carrée, qu'on a vu dans le chapitre 5, quand on faisait de l'accélération angulaire. Dans le domaine appliqué pour les ingénieurs, puis pour le monde de tous les jours, on va plus parler de RPM par seconde. RPM, c'est ma vitesse, rotation par minute, qu'on voit souvent juste dans les autos. Là. On a des 1000, 2000, 3000 RPM. On voit notre aiguille de RPM qui peut varier. Ben là, l'accélération, c'est des RPM par seconde. Ça voudrait dire que je verrais, exemple, 1000, après ça, je verrais 1001, 1002, 1003, mon RPM augmente, puis augmente de 1 à chaque seconde. C'est pas une grosse augmentation en termes de RPM, mais c'est une augmentation qui serait possible. Et bizarrement, 1 RPM par seconde, quand on fait les conversions d'unités, ça donne à peu près 0.1 radian par seconde. Okay? Donc, on va essayer de faire nos explications en se prenant encore des choses de base là, que je peux illustrer facilement avec des carreaux. Donc, j'ai mis une force de 2 newtons, 2 carreaux de long. J'ai mis un bras de levier, le R perpendiculaire, on appelle ça le bras de levier perpendiculaire de 0,5 m, parce qu'on va voir que l'endroit où j'applique ma force a de l'importance. Donc, cette fois-ci, je la calcule par rapport au centre de rotation ici. On va se zoomer pour mieux voir un petit peu. Et voilà. Ben là, j'ai eu un bras de levier de 0 parce que mon axe sur lequel travaille la force passe directement sur le clou. Là, j'ai un bras de levier de 0,5. Là, j'aurais eu un bras de levier de 1 mètre. Si je dézoome momentanément, ben c'est parce que je suis à une distance de 1 carreau du centre de rotation, si on veut. On va se résumer. Puis là, j'aurais eu un bras de levier de 1,5. Je le ramène à un bras de levier de 0,5 qui correspond à un demi-carreau, ce qu'on voyait quand on est dézoomé. Là. Mon chose est au milieu, donc j'ai un demi-carreau. Donc, pour moi, j'ai dit que c'était 1,5 m. On va voir que pour calculer le moment de force, c'est une combinaison de ces deux choses-là. On les multiplie ensemble. Le F et le bras de levier perpendiculaire. 2 fois 1,5, ça me donne 1. Puis je les multiplie, donc mes unités de moment de force, c'est des newton-mètres. J'ai encore ma masse de 20 kg, là. Mon bloc qui est ici. J'ai fait exprès de dire que ça arrive, ce M-là, avec cette configuration spatiale-là, va me donner un I, un moment d'inertie de 10. Ce qui fait que quand j'applique la formule en haut, M est égal à I alpha, mais si tu multiplies le I par le point 1 ici, évidemment, il faut prendre les unités de physique. Je ne peux pas passer par les unités autres que les unités officielles de physique qui sont cohérentes. 10 fois 0.1, ben, ça me donne mon moment de force de 1 ici, qui est cohérent avec ce que j'avais comme 2 fois 0.5. Si c'est vrai que c'est ça que j'ai comme montage, ben, ça se mettrait à tourner. Évidemment, là, il faut simplifier la situation. Il faudrait que ma force suive et s'applique au bon endroit, mais ça nous donnerait une accélération de 1 RPS par seconde. Bon, qu'est-ce qui arrive si je double la force? Sans changer aucun autre paramètre ni configuration dans l'espace, ben, mon accélération doublerait. Donc là, il faudrait que je le fasse tourner plus vite, si on veut. Ben, pas plus vite, mais de plus en plus vite, plus rapidement que tout à l'heure, si on veut. Je suis de retour aux valeurs de base de 2 newtons qui nous donne le point 1 ici. Et je ne peux pas me contenter d'expliquer, comme tout à l'heure, ce qui se passe juste avec la force. Parce que je pourrais obtenir le même résultat de doubler mon accélération en faisant autre chose. Si je déplace ma force, on va se résumer, juste un petit peu plus loin, un demi-carreau plus loin, donc je vais être rendu à 1 mètre, puis je ne change pas la valeur de la force. Eh bien, j'obtiendrai le même résultat des accélérations de 2,2 parce que je vais avoir doublé mon moment de force. En éloignant ma force, j'ai plus d'efficacité à le faire tourner, mon objet. Okay. Et encore une fois, si je l'éloigne, si je déplace ma force ici, mais en ne changeant pas sa valeur, j'augmente encore mon accélération angulaire. Ça va tourner de plus en plus rapidement. Je suis plus efficace à faire tourner parce que j'ai augmenté le bras de levier. Je suis rendu à 1,5. 2 fois 1,5 donne 3. Donc, on voit que c'est pas juste la force qui peut me faire m'améliorer. L'endroit où j'applique ma force a un effet aussi.
Donc, c'est pour ça qu'on n'explique plus la rotation juste à l'aide de la force. Il faut l'expliquer à la fois à l'aide de la force et du bras de levier. Mais la combinaison de ces deux paramètres-là, mais les multipliant, ça devient un moment de force. Et tantôt, quand on disait que la force était une mesure de ma capacité à faire bouger en translation un objet, mais maintenant, c'est le moment de force, la combinaison de ces deux paramètres-là, qui est une mesure de ma capacité à faire tourner un objet. Plus que mon moment de force est élevé, plus que je suis capable de faire tourner. Et je peux augmenter cette capacité-là, cette valeur-là, en augmentant soit la force ou en m'éloignant de l'axe de rotation. Évidemment, si jamais je viens pousser ici, ben, je tomberai avec un moment de force égal à 0 parce que mon bras de levier serait 0. Ma distance par rapport à ma distance perpendiculaire par rapport au point de rotation serait égale à 0. Donc, ce n'est pas la distance entre ici et ici, mais c'est la distance entre une ligne, la force qui est poursuivie sur une ligne, la distance que j'ai avec le centre de rotation. Pour illustrer ce que je viens de dire, ben, j'ai rajouté un pointillé. Bien, on voit que mon pointillé passe par l'axe de rotation. C'est mon 0 ici. Quand je m'éloigne de comme ça, puis que je dis que ça montait à 0,5 avec un moment de force de 1, il faut que je mesure la distance entre mon pointillé puis chose ici, qui est un demi-carreau. Puis quand je le montais de 1 de plus, je suis rendu avec une distance de 1 carreau, mais mon moment de force de 2 newtons. Donc, c'est la distance entre mon pointillé et l'axe de rotation. Ceci permet de dire aussi que en rotation, c'est cette ligne pointillée-là qui est importante. Évidemment, si ma force aurait été de l'autre côté, j'ai la même ligne pointillée, puis j'aurais le même résultat. Donc, je la déplace n'importe où, j'aurais le même résultat, puisque je ne change pas le pointillé. On vient d'étudier l'impact qu'a la force et le bras de levier sur notre système. Maintenant, un peu comme en haut, on pourrait se demander, tantôt la masse, c'était mon opposition. Maintenant, l'opposition réelle, c'est I, mais quoique M sert à calculer I. Donc, si je double la masse, par exemple, on voit que le I a doublé, et pour que si je ne change pas les autres paramètres, mon accélération s'est coupée de moitié. Donc, encore une fois, le M est quand même une mesure d'opposition au déplacement, à la rotation dans ce cas-ci. Mais dans les faits, c'est vraiment le I qui joue ce rôle-là, mais le M est inclus dans le I. On le voit que quand j'ai doublé le M, je me trouve avoir doublé le I. On va voir quand on va étudier les formules de I, là, que s'il y a une relation linéaire entre M et I. Bon, c'est plus que ça, mais entre autres, il y a une relation linéaire. Maintenant, si je voudrais vous montrer l'importance du I, ce que je pourrais faire, c'est garder un objet de 20 kg, mais changer mon objet. Bon, je nous ai ramené nos valeurs de base. De toute façon, celui-là, on ne le touchait jamais. Donc, la masse de 20 kg qui donne un I de 10 et qui donne notre accélération de 1 divisé par 10 de 0,1 ou un RPM de 1 par seconde. Évidemment, là, on ne voit pas toutes il y a l'unité finale qui s'ajoute à la fin. Et maintenant, on va étudier l'influence de I comme telle. Pour ce faire, je ne ferai plus changer le V, mais je vais changer la forme de mon objet. Par exemple, si, comme tout à l'heure, je transforme mon carré en un rectangle comme ça, mais que je le laisse cloué au même endroit, puis ma force au même endroit, pour garder ces mêmes chiffres-là, il faut que je garde cette configuration-là. J'ai la même distance par rapport au centre, là, quand on voyait le pointillé tout à l'heure. Puis j'ai encore 20 kg, mais répartis différemment dans l'espace. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez-le. Essayez de vous faire un montage pour réaliser cette expérience-là. Mais si ça pèse 20 kg puis que c'est réparti comme ça dans l'espace, ça va être bien plus dur de le faire tourner que lorsqu'il était en carré tout à l'heure. Donc, mon I va augmenter. De combien, c'est pas évident à dire. Là, ça prendrait la vraie formule. Mais il va augmenter. Au lieu d'être 10, disons que je le mets à 30. Il a augmenté de 3. Est-ce que c'est vrai? Ça serait à vérifier avec une vraie formule, mais c'est certain que ça serait vrai qu'il augmenterait. Ce qui fait que ça serait plus dur à tourner, que je tombe maintenant, au lieu d'être 1 sur 10, c'est 1 sur 30. 1 sur 30, ça donne à peu près 0,03, puis en RPM, on a vu qu'il y avait un rapport 10 entre les deux, mais on voit que ma valeur est beaucoup plus petite. Donc, c'était beaucoup plus dur à faire tourner là, de cette façon-là. Je le ramène dans sa configuration initiale, puis je vous fais un dernier exemple. Voilà, c'est fait. Ce que je vais faire, je vais garder un objet qui a à peu près les mêmes dimensions, qui pèse toujours 20 kg. Ça, j'y toucherai pas, mais regardez ce que je vais faire. Je remplace mon objet, mon bloc de tout à l'heure, par un bloc, mais qui a un trou au milieu. Okay? Il est quand même cloué au même endroit, puis il pèse quand même 20 kg. Ça veut dire qu'il est plus dense, là, parce qu'évidemment, la même masse pour moins de volume, et l'objet va être plus dense.
eh bien, le I d'un pareil objet aurait encore changé par rapport au 10 de tout à l'heure, puis il aurait encore augmenté, parce qu'évidemment, j'ai de la masse, j'ai plus de masse qui se retrouve plus loin du centre, puis c'est plus dur à faire tourner. Il n'aurait pas augmenté autant que tout à l'heure, puis je ne sais pas si c'est 15, là, il faudrait sortir les vraies formules. J'aurais peut-être dû le mettre à 20. S'il aurait augmenté à 20, ben, on voit que je fais 1 divisé par 20. Si c'est 1,5 que je devrais mettre, ben, il va diminuer là, par rapport à tout à l'heure, par rapport à mon objet de base. C'est plus dur à faire tourner, donc c'est plus dur à accélérer. Fait qu'on voit vraiment que le I qui inclut le M, c'est encore une mesure de l'opposition à un certain mouvement. Je finis en ramenant mes valeurs de base, mon objet de base qui donnait ce I-là de base, qui donne mes accélérations de base qu'on a vu tout à l'heure. Fait que j'espère que ça fait une petite introduction là, au mouvement de rotation puis au moment de force. Je termine cette vidéo en allant dans le résumé des notes de cours, là, voir les formules entre autres qui sont disponibles là, pour faire nos problèmes de physique. Donc, je suis au chapitre 12. Le résumé se trouve à la page 31 et 32 là, du document résumé des notes de cours. Je rappelle dans le coin que on fait un parallèle entre le moment de force et la force, des choses assez similaires. J'ai dessiné un objet totalement quelconque. Je l'ai cloué à un certain endroit, puis il va pouvoir tourner alentour de cet endroit-là. Donc, si j'exerce une force sur cet objet-là, puis qui est cloué à cet endroit-là, ben, dans ce cas-ci particulier-là, la force aurait tendance à le faire tourner comme ceci. Bon, on commence la nouvelle matière, il faut quand même définir des éléments de base. Ma force, elle existait déjà, puis on la connaît. Mais si je mets un pointillé qui prolonge partout la force, on va appeler ça la ligne d'application de la force. J'en ai besoin des fois pour calculer le bras de levier perpendiculaire. Le bras de levier tout court, ce serait la distance entre mon, entre guillemets, clou, mon axe de rotation, et l'endroit où ma force est accrochée. Okay? Je peux tirer sur le bord de l'objet, je peux pousser en arrière, puis ma force peut être accrochée à quelque part sur l'objet. La distance entre ces deux choses-là, c'est ce qu'on appelle le bras de levier R, qui peut être vu comme un vecteur qui part de mon origine, mon axe de rotation, puis qui s'en va jusqu'à l'endroit où ma force est attachée. Et c'est pas nécessairement perpendiculaire. Là, dans le montage qu'on a présentement, il y a un angle pas de 90 degrés entre ces choses-là. C'est pour ça que les ingénieurs, ce qu'on appelle le bras de levier perpendiculaire, puis qu'on utilise beaucoup, ben, c'est de mettre un pointillé sur ma force et de mesurer la distance à un endroit où je serais perpendiculaire. Puis évidemment, il y a une relation entre ce R perpendiculaire-là et ce R-là par le fait du triangle rectangle, parce que ici, j'ai 90 degrés. Puis l'angle que j'ai ici, ben, c'est le même angle que j'ai là. Les physiciens vont s'intéresser beaucoup à l'angle qu'il y a ici, dans le sens que les autres, ils vont mesurer l'angle entre le R et la force. Évidemment, le R, lui ici, je peux y mettre un pointillé partout pour le prolonger, puis ça revient à mesurer l'angle qu'il y a entre ici. Évidemment, j'aurais pu aussi déplacer mon R ici, puis dire, regardez, c'est ça l'angle entre les deux. Je fais plus en prolongeant un pointillé tout simplement. Okay. Et on va appeler ça l'angle entre R et F. Puis, on va voir dans quelques instants que la trigo dit que l'angle ici, ben, ça va être 180 moins cet angle-là. Cet angle-là qu'on mesure, ben, que le F peut être compris entre 0 et 180, ce qui est écrit en dessous. Mais si mon F aurait été, lui, ici, sur le pointillé, j'ai un angle de 0 entre les deux vecteurs. Je peux mettre à avoir un angle de 90 degrés ou je peux avoir un angle de 180. Puis, ça, on le mesure toujours 0, 180. Fait que même si je serais de l'autre bord, là, j'ai un angle de 20 degrés. Quelque part en perpendiculaire, j'aurai un angle de 90 degrés. Puis là, j'aurai un angle de 180. C'est pas un angle mesuré par rapport à un axe des X. C'est un angle vraiment mesuré entre les deux vecteurs, là, la force et le bras de levier. Personnellement, j'essaie d'utiliser le plus souvent possible le bras de levier perpendiculaire. C'est ce que les ingénieurs aiment utiliser aussi. Fait qu'on a la définition du point d'application de la force, la ligne d'application de force, la ligne qui prolonge mon R, et bras de levier, puis bras de levier perpendiculaire. Certains livres de physique, je vous dis que ça existe, je les mets en rouge différent, là, vous autres, ben, il n'a pas été imprimé avec la couleur, mais certains livres de physique vont aimer le pointillé que j'avais qui prolongeait mon R, là, dire que c'est leur axe des X. Puis évidemment, l'axe des Y est perpendiculaire à ça, mais ça, ce serait mon axe des X. Puis il mesure l'angle de F, pas nécessairement par rapport à R, mais par rapport à cet axe des X-là, avec les conventions qu'on connaît. Fait que, par exemple, ici, il serait égal de moins 70 degrés. Puis s'il aurait été l'autre bord, plus 70 degrés. Fait qu'ils vont le mesurer plus de façon conventionnelle. Donc, une valeur, si tu pars en sens inverse, ben, tu
tu mesures jusqu'à moins 180, puis si tu pars dans le bon sens, ben, tu mesures jusqu'à plus 180. Évidemment, quand j'écris que c'est moins 70 à peu près ici, ben, j'aurais pu le partir dans le bon sens. C'est 180 plus 90, 270, plus 10, à peu près 290. J'aurais pu le mesurer dans l'autre sens également. Bon, tout à l'heure, je vous ai dit que pour mesurer le moment de force, que j'appelais lettre recto ou M, qu'on multipliait R et F. Mais ce n'est pas une multiplication d'algèbre standard, c'est une multiplication vectorielle. Et c'est un produit vectoriel. On a déjà utilisé le produit scalaire entre deux vecteurs quand on faisait R fois F fois le cos d'un angle, quand on calculait entre autres le travail, ben on faisait des produits scalaires entre vecteurs. Mais aussi, on peut aussi multiplier des vecteurs en faisant ce qu'on appelle le produit vectoriel. On va voir dans une seconde que ça fait apparaître la fonction sin au lieu de la fonction cos. Donc c'est une multiplication, mais c'est une multiplication vectorielle. Dans les faits, je ne l'utiliserai jamais. C'est vraiment la définition mathématique de ce qu'est le moment de force. C'est une multiplication vectorielle entre deux vecteurs. Mais dans les faits, je vais le calculer avec les formules qui sont en dessous. Si je veux connaître juste le module du moment de force, parce qu'on va voir que le moment de force a un signe, dépendant si ça fait tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. Mais si je m'intéresse juste au module, ben, je fais R fois F, ce qu'on faisait un petit peu tout à l'heure. Tout à l'heure, je faisais R perpendiculaire fois F. On fait R fois F, fois le sinus de l'angle entre les deux, là, le sinus que je vous avais illustré tout à l'heure. Et on pourrait démontrer que ça donne la même valeur. Des fois, les étudiants disent « Monsieur, faut-tu une mesure de ce côté-là ou de ce côté-là? » Ben, ça donne la même valeur. Imaginez que ça, c'est 70. Prenez le sinus de 70, puis prenez le sinus de 110. Ça donne le même chiffre. Évidemment, je vais toujours le mesurer avec le plus petit angle. C'est pour ça que... excusez. Pour ça que j'ai mis en jaune la partie de formule ici, mais je n'arrive pas avec une erreur, je le calcule de l'autre façon. Et les ingénieurs, on va aimer plus parler du R perpendiculaire fois F, mais où est passé sin θ? C'est parce que le R perpendiculaire inclut le sin θ. Ce qu'on pourrait démontrer avec le triangle rectangle en haut, parce que l'angle que j'ai ici, que je viens de passer dessus, c'est l'angle que je retrouve ici, puis mon R perpendiculaire, c'est le côté opposé à cet angle-là, donc ça fait apparaître la fonction sinus. Le R perpendiculaire se calcule en faisant R fois sin, ce qui est écrit là, puis ce qui rend les deux équations cohérentes, celle-ci et celle-ci. Le livre de Séguin, puis d'autres livres de physique, parfois, j'aime pas beaucoup ça, mais ils le font, ils vont parler de R fois F perpendiculaire. Donc, c'est comme plus, excusez, j'ai une erreur ici, c'est le cas dans votre version imprimée, vous la corrigerez. C'est plus le F perpendiculaire qui va inclure le F. On pourrait le démontrer avec le petit dessin qu'il y a ici. C'est qu'au lieu, les autres, au lieu de prendre le R perpendiculaire, ils prennent le F perpendiculaire. Donc, mon F qui n'était pas tout à fait perpendiculaire au R, il le décompose avec un triangle rectangle. J'ai un petit rectangle ici pour trouver quelle serait sa valeur s'il aurait été vraiment perpendiculaire à l'autre. Puis encore une fois, mon angle de base, θRF qui était ici, je m'apercevrais qu'il apparaît dans le coin ici, puis que le F perpendiculaire, c'est le côté opposé à ça, donc la relation entre F perpendiculaire et l'hypoténuse, F perpendiculaire est égal à F fois sin. Donc dans les faits, toutes ces équations-là, quand on les regroupe, sont cohérentes. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser celle-là, ou si j'ai vraiment besoin de l'angle, ben, je vais travailler avec celle-ci. Et le moment de force a un signe. Il va falloir s'en préoccuper parfois. Ben, le signe, je peux calculer son module, mais le signe, dans le fond, c'est lié dans quel sens que ça fait tourner l'objet. Comme lui, en haut, j'ai montré tantôt qu'une force, puis vous pouvez imaginer ces cloués-là, cette force-là va avoir tendance à le faire tourner comme j'ai illustré tout à l'heure, le ferait tourner comme ça. Ben, ça, c'est le sens horaire. Oh, joli, hein? C'est le sens horaire, donc ça serait le sens positif. Et anti-horaire, donc quand on parle horaire, anti-horaire, c'est des aiguilles d'une montre ou d'une horloge, donc c'est sûr qu'il faut avoir déjà vu comment tourne une horloge, mais ça, le sens que je venais de faire, excusez, le sens que je venais de faire, quand je l'ai fait tourner tout à l'heure, je l'ai fait tourner horaire, hein? Ouais, c'est ça, ça c'est des aiguilles d'une montre, mais le sens horaire, c'est le sens négatif, excusez, okay, juste, je me reprends, donc le sens horaire, ça c'est très bien illustré ici, il n'y a pas d'erreur, le sens horaire, c'est par convention, excusez, mais ça a été conventionné comme ça, on dit que c'est le sens négatif. Et le sens anti-horaire, donc si je le ferais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ben ça c'est le sens qui est positif, ça a été défini comme ça. Puis c'est la même chose pour la mesure des angles. La convention des mesures des angles respecte cette chose-là aussi. Donc quand que je rajoute le petit z dans le coin, c'est justement pour faire la différence entre module puis valeur avec un signe.
Pourquoi j'écris petit z? Ben, c'est parce que j'imagine que mon clou, c'est l'axe z. Okay? Donc, puis ce que je fais, moi, c'est que je calcule le module, puis je rajoute moi-même le plus ou le moins. Il ne faut pas que j'écrive plus ou moins. Il faut que j'écrive soit plus, soit moins. Puis c'est moi qui l'écris en fonction de quel sens que ça tourne. Les formules à côté, ben, c'est la même formule qu'en haut, où ce que j'ai rajouté le plus ou moins. C'est la partie qui est nouvelle, c'est cette partie-là. Même chose, plus ou moins le moment de force, plus ou moins R perpendiculaire fois F, ben, on l'avait ici, c'est rien que j'ai rajouté le plus ou moins en avant. On n'écrit pas plus ou moins, on écrit soit plus, soit moins. Okay? Et la dernière version qu'il y a ici, c'est la version des livres de physique là, que je parlais qui sont en rouge ici, qui n'a pas de plus ou moins en avant, parce que la façon qu'ils mesurent l'angle par rapport à l'axe des X, ben, l'angle est caché dans le sin, parce que quand on fait le sin de moins 90 degrés, ben ça, exemple, ça amène un signe négatif. Donc, des fois, le sin ici amène un signe négatif. En haut, étant donné qu'on se limite à toujours prendre l'angle le plus utilisé entre 0 et 180, ben, le sin est toujours positif. Fait que ces livres de physique-là cachent mon plus ou moins là, à travers la façon qu'ils mesurent l'angle. Il faut faire attention à ça. Je fais une petite remarque concernant l'axe que j'ai mis ici, que vous allez avoir besoin. C'est intéressant que j'en parle une première fois, parce que c'est une notion qui est difficile dans le prochain cours de physique électromagnétisme. Pourquoi que je dessine un point comme ça, de cette façon-là? Je vous montre ça à l'instant. Pour vous le montrer, je m'en vais dans résumer les notes de cours, là, mais dans la partie des annexes, des notions générales là, qui sont bonnes pour toutes les années. Toutes les cours de physique que je devrais dire. Donc, dans la partie c'est-tu sur les vecteurs ou la géométrie? C'est les fonctions trigonométriques, je pense. On va aller voir. C'est dans l'annexe qui porte sur les vecteurs, donc l'annexe M, les outils mathématiques, les vecteurs. La première page, je vais aller plutôt à la deuxième page. Donc, on a les vecteurs en 2D, des équations qu'on a prises très souvent cette année. Et j'ai fait un petit ajout... je ne me rappelle plus quand est-ce dans la session, là, dans le coin en bas ici. Donc, vous pourriez l'ajouter aussi. C'est quand on fait du 3D, mais qu'on le représente en 2D. Comment en faire? T'sais, quand on le représente en perspective comme ça, on voit bien nos trois axes. Mais quand que je veux le faire sur un plan 2D, puis que j'ai X, puis j'ai Y, ça c'est conventionnel, mais où est l'axe Z? La convention la plus standard, c'est de dire que l'axe Z sort de la feuille, s'élève vers le haut, comme si quand je regarde mon écran, je regardais une feuille de papier, puis l'axe Z pointe en altitude vers le haut. Mais ma façon de le montrer, c'est de dessiner un point comme ça. Puis pourquoi qu'on dessine un point ou des fois une croix? Ben, c'est lié à une association qui a été faite à un moment donné par des gens qui ont tout conventionné ça, qui ont fait l'association avec une flèche, disant qu'il y a un bout pointu, puis là, le bout pointu, là, on représenté par ça. Puis l'autre côté de la flèche, c'est comme pas les plumes, sur les plumes qu'on dit, en tout cas les affaires qui coupent l'air, les plumes, ben, ils ont représenté ça comme une croix. Fait que ça représente un côté de la flèche. Fait que quand on monte ça, on est comme en train de regarder la flèche de face. Puis quand on monte la croix, on est comme en train de regarder la flèche de dos, d'arrière. Fait que quand je le dessine comme ça, j'ai l'axe Y dans ce sens-là, l'axe X dans ce sens-là, puis l'axe Z est sortant de la feuille parce que la flèche me regarde, pointe vers moi. À l'inverse, si je fais faire un 180 degrés à ce système-là, puis que je le dessinerais comme ça, c'est un peu bizarre, là, mais j'ai tout tourné mes axes de 180 degrés. J'ai tourné ma feuille de 180 degrés, si on veut. L'axe X est resté au même endroit parce que je l'ai fait tourner du haut vers le bas. L'axe Y a changé de place, puis l'axe Z rentre maintenant dans la feuille. Mais pour montrer que l'axe Z rentre dans la feuille, ben, je dessinerai une croix comme ceci. J'amènerai une feuille en classe là, pour vous montrer cet effet-là. Tout ça pour dire que quand je montrais mon axe Z avec un point de rotation, ça veut dire que je tournais alentour de l'axe Z, soit d'un sens, soit dans l'autre. Ça, c'est mes deux flèches de rotation. Je tournais alentour de l'axe Z, puis l'axe Z présentement sortait de la feuille. C'est la façon conventionnelle de le représenter. Puis justement, j'utilise l'axe Z pour dire que ça, c'est mon axe de rotation. Fait que c'est pour ça que quand j'ai un signe, un peu comme on disait selon X, selon Y, mon signe, ben là, ma rotation, quand je donne son signe, c'est selon l'axe. Ben, justement, j'écris selon Z pour dire selon l'axe de rotation, je vais donner un signe à ma valeur. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre après ça? Ça, c'est de la revision, dire qu'est-ce qui existait déjà, même si on ne l'appelait pas nécessairement comme ça, qu'on avait plus tendance à l'appeler première loi de Newton, somme des forces est égale à 0. Ça, c'est la formule vectorielle. Ben, c'est une équipe de translation qu'on appelait. L'objet est à l'équilibre. On le calculait plus avec
ces sommes-là. Souvent, c'est limité à deux dimensions, fx, fy. Et on aurait pu le voir aussi dans un autre format là, que je parlerai peut-être en classe. Mais maintenant, on va voir des équilibres de rotation. Donc, c'est la même loi de Newton, mais en rotation, le F est devenu un moment de force. Donc, soit la somme des moments de force, on préfère la lettre grecque tau ou m, est égale à 0. Mais on n'est pas capable de le calculer avec la forme vectorielle. Ça va être plus des moments de force selon z qui vont être égales à 0. Ça ressemble énormément à ce qu'on avait en haut. Puis on met selon z pour montrer que ça a un signe. Quoique maintenant, vous allez le voir dans une seconde quand je vais commencer à résoudre des problèmes, c'est rare que je traite le signe. J'arrive à les calculer avec les modules parce que ça, dans le fond, tous les moments qui vont avoir un anti-horaire vont être positifs, puis tous les moments qui te font tourner horaire vont être négatifs. J'aurai des chiffres positifs, négatifs est égal à 0. Bien, tous ceux-là qui sont négatifs, c'est les horaires, puis si je les envoie de l'autre côté, ils deviennent positifs. Donc, je pourrais comparer la somme de mes moments anti-horaires avec la somme de mes moments horaires, puis le faire juste en termes de modules. Mais c'est cette loi-là que j'applique. Je vais quand même l'écrire dans mon problème, que j'applique ça en tenant compte du signe. Puis en deuxième ligne, je vais probablement écrire celle-là ou celle-là, dépendant du cours de physique ou ce que je suis. Mais je vais plus l'étudier comme ça. Ça va me permettre d'utiliser juste les moments, les modules, au lieu de les valeurs avec signe. Finalement, on va voir ce que c'est une charnière. C'est une charnière, c'est une charnière de porte, mais aussi on en a beaucoup sur les affiches des fois ou des structures. Donc, c'est pogné ici, puis je peux tourner. On va voir qu'une charnière, la façon la plus facile de l'étudier, c'est de séparer la force qui est à l'intérieur de la charnière. À l'intérieur, ici, il va y avoir des forces qui s'exercent sur la charnière, qui pourraient faire qu'elle se décroche, que ça se brise. Ben, c'est de le voir comme une force. Au lieu d'utiliser la force dans la charnière au total, ben, de le décomposer. Un peu comme quand on faisait avec FG, que je le décomposais en FG parallèle, puis FG perpendiculaire, ben mon FC qui est dur à traiter initialement, je le divise comme un FC qui est toujours vers le haut, vertical, puis un FC qui est horizontal. Dépendant si c'est une charnière à droite ou à gauche, ben ça change mes valeurs, mes sens, mais tout le raisonnement demeure le même. Puis la force totale sur la charnière, c'est la somme de ces deux forces-là, qu'on peut voir comme des composantes XY, que je ne vois pas souvent comme ça. Puis quand que je veux avoir la force totale sur la charnière, bien, étant donné qu'ils sont à 90 degrés, en termes de modules, ils peuvent s'additionner comme on additionnait des modules. Donc, je peux prendre la valeur des deux modules ici puis les additionner. De toute façon, en les mettant au carré, les signes n'ont pas d'importance. Donc, la somme de ces deux modules-là va toujours me donner le troisième module si je m'intéresse à ce troisième-là. Puis, je peux calculer l'angle par rapport à un axe des X que je n'ai pas dessiné. L'axe des X, habituellement, est à l'horizontale. Bien, je prends ma valeur de charnière verticale divisé par ma valeur de charnière horizontale. Et là, cette fois-là, étant donné que l'angle peut être par en haut, par en bas, je suis obligé de tenir compte des signes. Quoique celui-là qui est par en haut va toujours être positif, puis c'est plus celui-là dépendant de si c'est cette version-là ou cette version-là, puis dépendant de l'axe des X, parce qu'on ne met pas toujours vers la droite l'axe des X le plus souvent, mais si on est dans le plus souvent, ben, elle, c'est une valeur positive, puis elle, c'est une valeur négative, ben là, il faut que je mette le signe dans la formule pour avoir le bon angle. Deuxième page du résumé, je saute par-dessus parce que j'ai déjà fait beaucoup d'explications qui résument un peu ce qu'il y avait. Si je n'ai pas de la comprendre par vous autres mêmes, dites-vous que vous ne l'utilisez pas pour l'instant.